Dans le théâtre de la vie, certaines ascensions sont si fulgurantes qu'elles semblent défier la raison. Mais derrière les façades dorées se cachent souvent des blessures invisibles et des vérités amères. L'histoire qui suit est celle d'un homme qui a tout bâti de ses propres mains, pour découvrir que la seule chose que l'on ne peut acheter, la confiance, est aussi la plus fragile. Julian Adami possédait tout ce dont un homme pouvait rêver. La fortune, le pouvoir, un réseau d'affaires tentaculaires qui s'étendait aux quatre coins du globe. Son nom seul ouvrait des portes que même l'argent ne pouvait forcer. Des hôtels de Dubaï aux restaurants d'Abuja, des domaines de Lekki aux usines d'Abba, Julian était l'architecte de cet empire. On le surnommait le roi du pain d'Afrique, et l'on s'inclinait sur son passage. Ses entreprises touchaient à tout, l'agroalimentaire, le pétrole et le gaz, l'immobilier, les crypto-monnaies, la logistique, et même la mode. À seulement 34 ans, il avait accompli ce pourquoi la plupart des hommes ne font que prier. Pourtant, sous les somptueux agbada, derrière le luxe des jets privés et les portes closes des conseils d'administration, Julian marchait toujours en boitant. Avant de devenir une légende, Julian n'était qu'un humble vendeur de pain. Il était ce petit garçon qui courait pieds nus dans le tumulte de la circulation, un plateau de pain chaud et fumant en équilibre précaire sur sa tête, tandis que sa mère le suivait avec un sac plastique rempli de petites monnaies. Après la mort de son père, alors qu'il n'avait que 8 ans, leur vie avait basculé dans une pauvreté abyssale. Pour survivre, sa mère et lui avaient tout fait. Vendre des sachets d'eau glacée, pousser une brouette chargée de pain dès l'aube. Chaque jour après l'école, Julian enfilait ses vêtements de travail et se jetait dans les rues. Telle fut son enfance. La sueur, le vacarme, les insultes des chauffeurs de minibus et l'odeur réconfortante du pain frais. Ce que le monde ignorait, c'est que le pain lui avait sauvé la vie. Il avait payé ses frais de scolarité. Il les avait nourris, lui et sa mère. Il lui avait offert un avenir. À l'université, pendant que ses camarades faisaient la fête et se prenaient en photo à des concerts, Julian se faufilait dans les résidences universitaires et les cuisines pour livrer son pain. Il se battait. Un jour, la chance lui sourit. Le proviseur d'une école, amateur de son pain, lui offrit un contrat pour approvisionner tout l'internat. D'une seule école, il passa à 10. De 10 à 20. C'est ainsi qu'il gagna son premier million, grâce au pain. Mais il ne s'arrêta pas là. Julian développa son affaire, ouvrit sa propre boulangerie, puis une deuxième, puis une troisième. 10 ans plus tard, il était à la tête de multiples boulangeries, de restaurants, d'hôtels, de stations-service et de parcs immobiliers. Et jamais il n'oublia d'où il venait. Dans chaque quartier où il avait autrefois vendu du pain à la criée, il fit construire une boulangerie. C'était ça, Julian. Humble, discret, mais redoutable en affaires. Malgré toute sa richesse, une chose lui échappait encore. Julian n'avait jamais connu l'amour. Il ne savait pas comment aborder une femme. L'idée seule lui donnait des bouffées de chaleur. En grandissant, ses camarades se moquaient de lui et le surnommaient « la demi-portion », car ses jambes n'avaient pas la même longueur. Un accident à l'âge de 6 ans, un traitement traditionnel mal administré, et Julian se retrouva avec un boitement à vie. Il marchait comme si le temps lui-même le tirait en arrière. Cela l'avait profondément marqué. Pendant que les autres garçons offraient des lettres et des chewing-gums aux filles, Julian se cachait dans les coins, terrorisé à l'idée de croiser un regard. Cette peur ne le quitta jamais. Même milliardaire, dès qu'une femme le regardait avec insistance, une petite voix dans sa tête lui murmurait « Elle a pitié de toi ». Sa mère, Mama Adami, avait tout essayé. Les prières, le jeûne, et même des rendez-vous arrangés sur Zoom avec les filles de ses compagnes de prière. Julian se contentait de sourire, de s'éloigner en boitant, et de s'enfermer dans son bureau. Mais un dimanche matin, tout changea. Il la vit à l'église. Elle s'appelait Ruth Okonko. Membre de la chorale, vêtue d'or et de blanc, elle ondulait comme si le Saint-Esprit lui-même habitait sa voix. Et par une pure coïncidence, ou peut-être un arrangement divin, ils se retrouvèrent assis côte à côte pendant la prière de clôture. Pour la première fois de sa vie, Julian fit quelque chose de fou. Après le service, il se tourna vers elle, sourit, et rassemblant tout le courage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit « Bonjour, je suis Julian. Julian Adami. Enchanté de vous rencontrer. » Elle sourit. Enchanté également. Je suis Ruth. Ils échangèrent leurs numéros. Ce soir-là, ils ne pouvaient s'arrêter de sourire. Était-ce ainsi que cela commençait? Était-ce cela, le sentiment d'aimer? Julian ne l'avait jamais connu. Mais pour la première fois, il était prêt à essayer. Et c'est ainsi que tout débuta. Après quelques semaines de messages, d'appels et de conversations maladroites sur le parvis de l'église, Julian convoqua le courage des 12 tribus d'Israël.
Ses paumes étaient moites, son boitement plus prononcé sous l'effet de l'anxiété, mais il le fit. Il invita Ruth à sortir et, à sa grande surprise, elle accepta. Julian n'en revenait pas. Il était sur un nuage. Cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil, rejouant sans cesse l'instant où elle avait souri et dit oui. Pour la première fois de sa vie, il se sentit regardé, choisi, digne. À partir de ce moment, il se donna corps et âme. Il ne regarda pas à la dépense. Les cadeaux pleuvaient comme la manne du ciel. Des fleurs, des sacs à main, des bijoux en or, du parfum, des virées shopping et des journées au spa. Julian paya même pour 2 luxueuses vacances que Ruth fit seule, des voyages auxquels il ne participa jamais. Il offrit à ses parents un groupe électrogène neuf, remboursa leurs dettes et rénova leur maison. Après quelques mois de relation, Julian commença à parler de mariage. Ruth rougissait, gloussait, jouait les timides, mais ne disait jamais non. Finalement, il la demanda en mariage. Ruth accepta avec un cri de joie, et Julian crut que son conte de fées avait enfin commencé. Il l'amena chez sa mère, Mama Adami. Ruth arriva vêtue d'un ensemble traditionnel Hiro et Booba, affichant un large sourire et tenant un panier de fruits. Elle salua avec respect, s'agenouilla pour dire bonjour, et aida même Mama à préparer le ragoût dans la cuisine. En apparence, tout semblait parfait. Mais à l'instant où elle partit, Mama Adami ferma la porte à clé et se tourna vers son fils. Julian. Son regard n'est pas pur. Julian cligna des yeux. Mama, que dis-tu? Je dis que son esprit n'est pas en accord avec le mien. La façon dont elle balayait du regard le lustre, le tapis du salon, le réfrigérateur, les vases, et même les tringles à rideaux. Ses yeux sont trop vifs, toujours en mouvement, toujours à la recherche de quelque chose. C'est comme si son esprit comptait l'argent pendant que ses lèvres sourient. Sois prudent, mon fils. Ne te laisse pas aveugler par sa beauté. Apprends à la connaître avant qu'il ne soit trop tard. Julian soupira. Mama, tu dis ça de tout le monde. Ruth est différente. Elle est gentille, douce, pieuse. Donne-lui une chance. Mama haussa les épaules et s'éloigna. Je t'ai prévenu. Mon instinct ne me trompe jamais. Malgré l'avertissement, les préparatifs du mariage battirent leur plein. Le choix de l'Aeso-Ebi, le tissu traditionnel de la cérémonie, fut fait. La salle réservée. Traiteurs, photographes, décorateurs, danseurs, tout fut payé d'avance. Julian alla même jusqu'à acheter à Ruth une Range Rover blanche flambant neuve, en guise de cadeau surprise pour le matin du mariage. Ce matin-là, ignorant les superstitions de sa mère, Julian décida de livrer la voiture en personne. Quand il arriva chez Ruth, ses parents étaient fous de joie. « Ah, notre gendre. Vous êtes là. Quelle agréable surprise. » Il sourit faiblement, cachant la clé de la voiture dans son dos. « Je suis venu déposer quelque chose pour ma future épouse. » Ils le firent entrer avec des rires et de l'enthousiasme. « Elle est à l'étage en train de se préparer. Vous pouvez monter lui faire la surprise. » Julian monta discrètement les escaliers en boitant. Le couloir était silencieux, à l'exception d'éclats de rire provenant de la chambre. Il s'arrêta en entendant la voix de Ruth, forte et assurée, résonner à travers la porte. « Cet homme? S'il vous plaît, ne me faites pas rire. Vous avez vu sa jambe? Vous avez vu sa façon de boiter comme un robot détraqué? Ça m'insupporte. J'ai parfois envie de vomir rien qu'en le regardant. » Ses amis rirent. « Alors pourquoi l'épouses-tu » demanda l'une d'elles. Ruth laissa échapper un sifflement méprisant. « Parce que cet homme est riche, tout simplement. Tu découvres la vie? Je ne suis pas stupide. Je dois prendre ma part. Un vendeur de pain devenu milliardaire. PFF. Il est gentil, oui, mais ce n'est pas mon genre. J'aime les hommes grands, bruns, beaux et entiers. Julian n'est pas entier. Il est petit. Il boite. Et ce sourire qu'il fait, on dirait un personnage de dessin animé. Agaçant. Une autre amie demanda, et après le mariage, quelle est la suite? Ruth répondit, je vais profiter de son argent, bien sûr. Après quelques années, je me casse. Je retournerai avec Toby. C'est lui mon véritable homme. Julian n'est que mon ticket de sortie de la pauvreté. Toby, ce mécanicien fauché qui t'a giflé en public? Oui. Lui, il m'aime. Il est brutal, mais c'est comme ça que je l'aime. Il me discipline, et j'adore ça. Julian n'est qu'un sponsor. Dehors, devant la porte, Julian était figé. Il ne pouvait en croire ses oreilles. Sa main laissa tomber la clé de la voiture, sa poitrine se serra. Il eut la nausée.
Silencieusement, il fit demi-tour et descendit les escaliers, les jambes tremblantes, son boitement plus lourd que jamais. « Julian, vous l'avez vu ?» demanda le père en le croisant. « Non, monsieur. Elle est occupée à l'étage », marmonna Julian avant de se diriger droit vers sa voiture. Son témoin, Michael, lui ouvrit la portière. « Mec, qu'est-ce qui se passe ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Julian ne dit rien. À peine la portière refermée, il fondit en larmes. « Julian, parle-moi. Qu'est-il arrivé ? » « Rien, » dit Julian en essuyant son visage. « Allons-y. » Ils partirent en silence. Une fois rentré chez lui, Julian se rendit directement dans son bureau, ferma la porte à clé et passa un appel. « Maître, » dit-il calmement. « Venez à la maison. Maintenant. Monsieur, c'est le jour de votre mariage. Cela ne peut-il pas attendre ? Ne soyez pas en retard. » Quand l'avocat arriva, Julian lui donna des instructions claires. Transférer la totalité de mes actifs, toutes mes entreprises, toutes mes propriétés au nom de ma mère. Absolument tout. Mon nom ne doit plus être lié à aucun compte ni à aucune propriété. Je veux être un homme pauvre avant la fin de la matinée. L'avocat cligna des yeux. Monsieur, en êtes-vous certain ? Faites-le. Maintenant. Des documents furent signés. Des appels furent passés. Au moment où Julian s'habilla pour la cérémonie, légalement, il ne possédait plus rien. Pourtant, il se présenta à l'église. Il sourit. Israël dansa. Il posa pour les photographes. Ruth, faisant virevolter son bouquet, riait pour les caméras, inconsciente, ignorant totalement que le mariage qu'elle célébrait avec tant de faste reposait sur un mensonge qu'elle avait elle-même raconté en premier. Et Julian, souriant dans son agbada blanc sur mesure, attendait simplement le bon moment pour tout faire basculer. Quelques jours après le mariage, Julian se rendit discrètement chez sa mère. Mama Adami était assise sur sa véranda, sirotant un thé, quand elle le vit entrer, le visage vide. « Julian, que fais-tu ici ? Où est ta nouvelle femme ? Ne devrais-tu pas être en train de nager dans le bonheur de la lune de miel ?» Julian s'assit lentement, la voix basse. « Mama, j'ai quelque chose à te dire. » Il lui raconta tout. Ce qu'il avait entendu Ruth dire à ses amis le matin de leur mariage. Comment elle s'était moquée de son boitement, l'avait qualifié de dégoûtant, et avait avoué ne l'épouser que pour son argent, prévoyant de le quitter plus tard pour retourner avec Toby. Mama Adami faillit laisser tomber sa tasse de thé sous le choc. « Ah, te moques-tu de moi ? Pourquoi n'as-tu pas annulé ce mariage sur le champ ? Tu as quand même laissé ce serpent entrer dans notre famille. Julian, es-tu devenu fou ? Mama, je voulais lui donner une petite leçon. J'avais déjà tout transféré à ton nom ce matin-là. J'ai dit au comptable de ne verser qu'une allocation mensuelle sur mon compte personnel. Pour tout le monde, je ne possède plus rien. » Mama Adami le dévisagea, les mains sur la tête. « Jésus de Nazareth. Mon fils, tu as été touché par la sagesse de nos ancêtres ce jour-là. Je l'ai toujours dit. Je savais que cette fille avait les yeux du démon. Des yeux qui bougent comme une caméra de surveillance. Et dire qu'elle est venue ici, souriante, en train de faire frire des bananes plantains, alors qu'elle calculait la valeur de mes cuillères en or et de mon lustre. Dieu est plus grand qu'elle. » Quelques semaines après le début du mariage, la vraie nature de Ruth fit surface, comme un maquillage qui coule sous la pluie. Elle commença à lancer des exigences comme des confettis. « Julian, j'ai besoin de 5 millions de Naira pour l'opération de ma mère. Mon frère veut lancer un commerce de voitures, il lui faut 20 millions. Je veux me faire les ongles, me coiffer et acheter des perruques de Turquie, ça ne fera que 3 millions. » Julian restait calme. « Je n'ai pas d'argent. Ma mère possède tout maintenant. » Ruth éclata d'un rire de folle. « Julian, tu te paies ma tête ? Tu m'as donné 2 millions le mois dernier pour un sac à main. Quelle mère possède ton argent ? Tu veux me faire le coup de la pauvreté ? Sois sérieux. J'étais riche. Je ne le suis plus. Je travaille pour ma mère maintenant. Elle me verse une allocation mensuelle. C'est avec ça que nous vivons. » Ruth vérifia ses comptes, ses alertes bancaires, son portefeuille, et effectivement, il n'y avait rien. Elle pleura, appela ses amis. « Cet homme est un escroc. Moi, vivre d'une pension. Que Dieu m'en préserve. » Ses amis la montèrent en épingle. « Demande le divorce. Prends la moitié de tout. S'il dit qu'il est fauché, le tribunal ouvrira ses comptes. Tu auras ta part. » Elle appela sa mère. « Maman, je n'en peux plus. Il est inutile. Pas d'argent, pas de vie de luxe. Il ne fait que boiter dans la maison comme un domestique. » Mama Ruth marqua une pause. « Ma fille,
Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu disais qu'il prenait soin de toi. Peut-être traverse-t-il une mauvaise passe. Respecte-toi et calme-toi. Maman, je souffre. Alors souffre en silence. N'attire pas la honte sur cette famille. Cet homme a été bon avec toi. Que ton avidité se calme. Mais Ruth n'écouta pas. Elle se mit à agir comme une possédée. Pour un rien, elle hurlait, jetait des objets, insultait Julien. Finalement, 6 mois plus tard, elle demanda le divorce, persuadée que le tribunal lui accorderait la moitié du royaume de Julien. Le jour du procès arriva. Ruth fit son entrée, maquillage impeccable, robe de créateur, lunettes de soleil, marchant comme si elle se dirigeait vers la victoire. Julien arriva simplement vêtu, son avocat portant une petite enveloppe brune. L'avocat de Ruth se leva, plein d'assurance. Ma cliente demande 50% de la fortune totale de son mari. Elle le mérite. L'avocat de Julien se leva calmement. Monsieur le juge, mon client, monsieur Julien Adami, ne possède actuellement rien. Ni voiture, ni maison, ni entreprise. Tout ce qu'il avait a été légalement transféré à sa mère avant le mariage. À ce jour, son solde bancaire est de 10 000 néras. Et si la cour le souhaite, nous sommes disposés à le diviser équitablement. Madame Ruth obtiendra 5 000 néras. Quoi? Hurla Ruth. Elle bondit de son siège, comme si un piment lui était entré dans la jupe. Tu es diabolique. Dieu te punira. Maudit estropié, que ton autre jambe se brise et se disperse. La salle d'audience se figea. Julien resta calme. Il la regarda avec des yeux remplis d'un feu tranquille. Ruth, je t'ai aimée. J'étais prêt à déposer le monde entier à tes pieds, mais tu ne le méritais pas. Je t'ai entendu le jour de notre mariage. J'ai entendu chaque mot que tu as dit à tes amis. Ce jour-là, j'ai arraché mon cœur de ma poitrine. Il signa les papiers du divorce et se leva. Bonne chance avec Toby, ajouta-t-il, puis il sortit, avec la prestance d'un roi. Ruth retourna chez ses parents les yeux rouges et les jambes flageolantes. Mama Ruth ouvrit la porte et la dévisagea. Avec quel visage reviens-tu? Tu as chassé un homme bon à cause de ton avidité. L'homme qui portait toute ta famille sur ses épaules et tu l'as traité d'eux. Tu le regretteras, Ruth. En fait, tu as déjà commencé. Ici, c'est la maison de mon mari. Retourne à la tienne. Va souffrir là où est ta place. Elle lui claqua la porte au nez. Ruth appela ses amies. Aucune ne répondit. N'ayant nulle part où aller, elle trouva un minuscule studio et commença à travailler comme femme de ménage dans un petit restaurant. Chaque jour, elle nettoyait les sols, lavait les toilettes et servait des clients qui la remarquaient à peine. Et chaque nuit, elle s'asseyait près de sa petite fenêtre, regardant les étoiles, se demandant comment elle avait pu perdre le seul homme qui l'ait jamais vraiment aimé. Julien n'avait jamais imaginé que le divorce le briserait à ce point. Certaines nuits, il restait assis seul dans son bureau, le regard dans le vide, repensant au début de sa relation avec Ruth. Les papillons dans le ventre, l'excitation, l'espoir. Il avait sincèrement cru avoir trouvé la sienne. Mais tout cela n'était plus que poussière. Pour se distraire, Julien se plongea à corps perdu dans le travail. Réunions successives, courriels interminables, longues heures au bureau. Il ne voulait plus rien ressentir. Mama Adami le remarqua. Elle l'appelait toutes les 2 heures, tel un esprit de surveillance. Mon fils, je sais que tu as mal, mais la vie continue. Ne te tue pas pour cette fille sans scrupules. Elle porte malheur. J'ai commencé un jeûne et des prières pour laver ces empreintes de ta maison. Dieu est toujours vivant, mon fils. Ne ferme pas ton cœur. Une femme bien viendra. Garde juste les yeux ouverts cette fois. Grands ouverts. Julien sourit, mais il n'était pas prêt à penser à l'amour. Pas encore. Puis un jour, sa gouvernante de longue date démissionna soudainement. N'ayant pas le choix, Julien demanda à sa secrétaire de trouver une remplaçante. Après quelques jours d'entretien discret, elle embaucha finalement une femme nommée Marie Bassi. Marie était calme, respectueuse et efficace. Elle se déplaçait comme une personne qui n'aimait pas le bruit. Elle cuisinait bien, nettoyait méticuleusement, ne prenait jamais rien qui ne lui appartenait pas. Julien, désormais méfiant envers tout le monde, laissa délibérément des objets de valeur traîner et compta les bouteilles de vin. Rien ne disparut jamais. Elle était différente. Même sa démarche dégageait une confiance tranquille. Elle n'avait pas l'air d'une femme de ménage. Elle avait l'air de quelqu'un qui devrait être dans une salle de conseil, en train de conclure des contrats à plusieurs millions. Puis une nuit, tout bascula. Julien n'avait pas mangé de la journée.
Il était resté dans sa chambre pendant des heures, ignorant les appels et luttant contre le stress. Quand Marie vint l'appeler pour le dîner, elle le trouva étendu sur le sol, froid. Elle paniqua. Monsieur, oh mon Dieu. Seul dans la maison, Marie le chargea sur son dos et le transporta à l'hôpital. Quand Julien se réveilla, sa mère était à son chevet avec une bouteille d'huile d'onction, criant en langue, « Feu du Saint-Esprit ! Mon fils ne mourra pas. Retour à l'envoyeur. Que tous les ennemis de la joie de mon fils tombent et périssent. » Julien gémit, « Maman, s'il te plaît. C'est juste le stress. Tais-toi. Tu crois que c'est normal? Tu ne t'es jamais évanoui de ta vie. C'est l'esprit de Ruth qui est resté. Je te l'avais dit. Maman, s'il te plaît. C'est juste de la fatigue. » Mais Mama Adami composait déjà le numéro de ses compagnes de prière. Julien sortit de l'hôpital 2 jours plus tard. De retour à la maison, il accepta de travailler à distance pendant un certain temps. Un soir, en passant devant le balcon, il vit Marie assise sur une chaise, profondément absorbée par un livre. Elle ne le remarqua même pas approcher. Curieux, il jeta un œil. Elle lisait un livre sur la stratégie d'entreprise, un ouvrage qu'il avait lui-même lu des années auparavant. « Marie » appela-t-il doucement. Elle sursauta. « Monsieur, je suis désolée. Je ne vous avais pas vu. »« Non, ce n'est rien. Quel est ce livre ?» Elle hésita, puis le lui montra. Il sourit. « Vous lisez ça ? » ?»« Oui, monsieur. J'aime les livres sur le commerce. »« Intéressant. Qu'avez-vous étudié ?» Elle le regarda simplement. « L'administration des affaires. » Julien haussa les sourcils. « Vraiment ? C'est impressionnant. Je ne savais pas que ma gouvernante était diplômée. » Marie haussa légèrement les siens, calme mais ferme. « Les gens ne portent pas leur diplôme sur leur front, monsieur. Et oui, j'ai fait des études. J'ai un master en administration des affaires. » Julien cligna des yeux. « Waouh, impressionnant en effet. Alors, comment vous êtes-vous retrouvée à être ma gouvernante ?» Elle eut un petit rire. « C'est une longue histoire, monsieur. » Julien respecta sa réserve. Mais après ce jour, il se mit à lui poser de petites questions sur les affaires, l'air de rien. Ses réponses le stupéfièrent. Elle ne se contentait pas de comprendre le commerce, elle lisait entre les lignes. Finalement, il commença à l'impliquer dans de légères discussions stratégiques. Elle décortiquait des politiques complexes, expliquait des tendances confuses et offrait des conseils auxquels même ses consultants payés des millions n'avaient pas pensé. Après le dîner, il s'asseyait souvent sur le balcon pour discuter des marchés boursiers, des lois commerciales et des changements politiques. Jour après jour, Julien se mit à l'admirer. Elle n'essayait pas de l'impressionner. Elle ne flirtait pas. Elle ne colportait pas de ragots. Elle existait simplement, avec dignité. Un soir, il la convoqua dans son bureau. « Marie, aimeriez-vous travailler avec moi ? Non pas comme gouvernante, mais dans mon entreprise, comme stratège. Vous êtes bien trop intelligente pour balayer les sols. » Marie était abasourdie. « Monsieur, êtes-vous sérieux ? On ne peut plus sérieux. Dites oui. » Elle sourit. « Oui, j'adorerais. » Ce fut le début d'un nouveau chapitre qu'aucun des deux n'avait anticipé. Marie prit ses nouvelles fonctions le lundi suivant. Dès l'instant où elle entra dans le bâtiment de verre, les têtes se tournèrent. La discrète domestique était devenue l'analyste et la conseillère personnelle du PDG. Julien la présenta avec une confiance tranquille. « Voici Marie, notre nouvelle responsable de la stratégie. Elle me conseillera directement. Traitez-la comme vous me traitez. » Marie ne dit pas grand-chose. Elle n'en avait pas besoin. Son intelligence parlait pour elle. Elle prit immédiatement en charge plusieurs analyses commerciales en attente et stupéfia tout le monde en disséquant des rapports complexes avec une aisance déconcertante. Les cadres qui l'ignoraient autrefois à la maison la regardaient maintenant comme si elle marchait sur l'eau. Julien était fier. Chaque fois qu'elle prenait la parole en réunion, il s'adossait avec un petit sourire, observant chacun réaliser lentement ce qu'il avait déjà vu. 2 semaines plus tard, Marie entra dans son bureau un soir, son sac déjà fait. « Monsieur, je pense qu'il est temps que je déménage. Je fais maintenant partie de la haute direction de votre entreprise. Ce n'est pas approprié. » Julien leva les yeux avec un sourire en coin. « Alors, qui m'aidera à nettoyer ma chambre quand vous partirez ?» Marie rit. « Vous avez de l'argent. Engagez une femme de ménage. » « Non, ce ne sera pas pareil. S'il vous plaît, restez. Je ne veux pas rentrer dans une maison vide. Restez simplement jusqu'à ce que vous soyez prête. » Marie s'arrêta, le regarda dans les yeux et hocha lentement la tête. « D'accord.
À partir de ce moment, ils allèrent au travail ensemble chaque matin et rentrèrent ensemble chaque soir. Le personnel se mit à chuchoter. Les gardes se firent des clins d'œil. Les chauffeurs, les réceptionnistes, les informaticiens, tout le monde croyait qu'il se passait quelque chose. Julian s'en moquait. Ils se rapprochèrent. Chaque soir, ils s'asseyaient sur le balcon, sirotant un thé ou un vin, parlant de la vie, du travail, des rêves et des vieilles blessures. Marie riait de ses blagues, et il la regardait comme si elle était quelque chose dont il ignorait avoir besoin. Une nuit, sous les lumières douces du balcon, Julian devint soudainement silencieux. Marie leva les yeux. « Est-ce que ça va ?» Il se tourna vers elle, respirant lentement. « Marie, je vous apprécie. » Elle se figea. Le verre de vin dans sa main trembla. « Je... Quoi ? J'ai dit que je vous apprécie. Je vous apprécie depuis des mois. Je ne savais juste pas comment le dire. » Marie était sans voix. Ses yeux s'écarquillèrent. « Je vous apprécie aussi, mais je ne voulais pas franchir la ligne. Je ne voulais pas tout gâcher. Vous étiez mon patron, et je ne savais même pas si vous me voyiez de cette façon. » Julian prit sa main. « S'il vous plaît, franchissez toutes les lignes, Marie. Absolument toutes. » Ils rirent, et c'est ainsi que cela commença. Ils commencèrent à se fréquenter discrètement. Au travail, ils restaient respectueux, mais à la maison, ils trouvèrent lentement leur rythme. Les conversations tardives devinrent des petits déjeuners matinaux. Le silence devint un réconfort. Un soir, alors qu'ils étaient blottis dans le salon, Julian la regarda et demanda « Marie, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Que t'est-il vraiment arrivé ? Je veux dire, comment une femme comme toi a-t-elle fini comme domestique dans ma maison ?» Marie soupira profondément. « J'ai un jour possédé une entreprise. Je l'ai cofondée avec mon mari. Nous l'avons dirigée pendant 4 ans. Puis j'ai découvert qu'il avait déjà une femme et des enfants. Il s'est servi de moi pour bâtir l'entreprise, puis m'a mise à la porte. Il a soudoyé le conseil d'administration et m'a légalement effacé de la société. Je suis revenu d'un voyage pour trouver toutes mes affaires sur le trottoir. Sans travail, sans maison, sans argent. Je ne savais plus quoi faire, alors j'ai pris le premier emploi que j'ai vu. Le vôtre. » Julian resta silencieux un long moment. « Tu as été trahi par la personne en qui tu avais le plus confiance. » Marie hocha la tête. « Oui. » Julian soupira. « Ruth. » Ruth s'est moquée de mon boitement devant ses amis. Elle a dit qu'elle avait envie de vomir chaque fois qu'elle me regardait. Elle ne m'a jamais aimé. Elle aimait mon argent. Alors, je ne lui ai rien donné. Marie se pencha vers lui. « Mais tu as de l'amour à donner, Julian, et tu mérites d'en recevoir aussi. » Il la regarda dans les yeux et, sans un mot, l'attira contre lui. Ils se serrèrent fort. 2 âmes brisées, meurtries et rejetées, trouvant enfin la guérison l'une en l'autre. Le week-end suivant, Julian emmena Marie voir sa mère. Mama Adami observa Marie avec des yeux de faucon pendant 2 heures d'affilée. Puis elle sourit. Celle-ci a du bon sens. Celle-ci a la paix dans son esprit. Celle-ci est l'épouse pour laquelle j'ai prié. Allez, agenouille-toi. Laisse-moi te bénir. Ils se marièrent 2 mois plus tard, discrètement. Pas de drame, pas de presse, juste des amis proches, la famille et Dieu. Pas de dentelle extravagante, pas de décoration tapax en grave-l'œil, juste 2 personnes qui avaient traversé le feu et trouvé enfin le repos. Quelques mois plus tard, Marie entra dans le bureau de Julian, les mains tremblantes. « Julian, j'ai une nouvelle. » Il leva les yeux, inquiet. « Qu'y a-t-il » Elle brandit le test, les yeux brillants. « Je suis enceinte. » Julian resta figé, la bouche ouverte. Puis il tomba à genoux, les larmes emplissant ses yeux. « Je suis enfin un homme accompli, » murmura-t-il. Et pour la première fois de sa vie, Julian Adami pleura des larmes de pure joie. L'histoire de Julian nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en intégrité, en résilience et en la capacité d'ouvrir à nouveau son cœur. Car parfois, c'est en perdant ce que l'on croyait désirer que l'on trouve ce dont on avait véritablement besoin.